Je commence donc par elle, Bertrand Aubert, Présent. Patrick Bollard, Présent. Johan Cancalo, Présent. Michel Chria, Bruno Normand, Présent. Christelle Demante, Kevin Antui, Présent. Nicolas Lecard, Présent. moi-même, Isabelle Lebert m'a donné pouvoir, Éric Merlin, Présent. Delphine Pommier, Présente. Fatma Rafi, Présente. Carole Giscot, Présente. Corinne Rabé, Présente. Chantal Contremoulin, Monsieur Dumont qui a donné pouvoir à Éric Lefebvre, Monsieur Lefebvre, Angèle Miro, voilà. Oui. Une petite information que je viens de voir il y a exactement 5 minutes. Nous avions disposé d'une benne à papier au profit du club de judo. Une incompréhension entre le contrat signé et les dates données. Nous l'avez fait annoncer jusqu'au 9 octobre. Je sais qu'il y a des gens qui ont encore laissé mis de côté et qui comptaient venir cette semaine. Il y a eu une erreur de date, donc après, qui accepte de nous remettre une benne à disposition et elle sera donc présente à partir de lundi 10, c'est-à-dire lundi de la semaine prochaine, jusqu'au lundi suivant. On va faire une publier, etc. Et n'hésitez pas à ramener vos livres, vos catalogues, les annuaires des années 80, les bandes dessinées, imbibées que vous lisez plus, bref, tout ce qui peut se recycler en termes de papier. Voilà, c'était la petite information. Secrétaire, Corinne, tu serais notre secrétaire aujourd'hui. Et bien, merci, Corinne Rabé, secrétaire, donc de séance. Alors, nous avons un ordre du jour où je vous propose d'approuver le procès-verbal du conseil municipal du 6 juillet. Et vous vous souvenez, nous avions enchaîné avec le 13 juillet sur un seul point. Donc, nous vous avons normalement transmis les deux comptes rendus procès-verbal. Y a-t-il des observations, des questions? Oui. En fait, aucune des remarques qu'on a faites, des questions qu'on a posées ne sont retranscrites ni dans l'un ni dans l'autre conseil. Non, ce n'est pas obligatoire. D'accord. En fait, aujourd'hui, avant, il fallait faire, il y avait deux choses. Il y avait ce qu'on appelait le procès-verbal. Oui. Procès-verbal qui simplement donne les informations de délibération, des explications de délibération. Et puis le compte rendu qui reprenait in extenso l'ensemble des propos de tous les participants. Et en fait, depuis maintenant. Oh, il y avait eu donc un arrêté préfectoral nous informant qu'au 1er juillet 2022, en fait, dans les communes, il n'était plus obligatoire le compte rendu in extenso. Oui, c'est C'est un seul. C'est un seul. C'est le procès verbal, voilà, qui donne l'ensemble. Oui, après, il y avait des infos que vous aviez données, le prix des domaines, tout ça qui ne figure pas en fait dedans. C'est dommage. Oui, alors après, c'est vrai que comme en plus on le retransmet sur le site ou Oui, mais le 13, il n'a pas été enregistré, donc il y a aucune des infos qui sont passées. Donc je trouve ça dommage qu'il soit expliqué comme ça. Je veux dire, pour moi, il n'est pas conforme à la réalité. Ah, il n'est pas conforme à la réalité, mais conforme à la loi. Oui, mais bon, enfin, par rapport à ce qui a été dit, il n'y a rien qui est transcrit. Il y a juste ce qui avait été présenté au départ, et c'est tout. C'est comme si on avait pas discuté. Oui, mais c'est une autorisation qu'on a parce qu'il y a une demande, on a arrêté préfectoral. Oui, mais enfin, c'est dommage qu'on ait que le nom de la personne qui achète et pas le nom de la société qu'elle a, parce que c'est quand même important aussi de savoir qu'il y a une société derrière. Oui. Vous auriez pu mentionner non, ça se fait quand même. C'est un peu limité, on va dire.
juste comme information, un PV, oui, c'est toujours très limité. Oui, voilà, et puis je pense qu'il y a un certain nombre de communications et d'informations qui circulent suffisamment pour que voilà, les gens s'y retrouvent malgré tout. Et la porte est ouverte, pareil. Bon, je prends note de votre remarque. Donc je fais circuler le procès verbal du 6 juillet ainsi que celui du 13. Donc y a-t-il des oppositions à ce compte rendu? Donc 3 oppositions. Des abstentions? Je vous remercie. La première délibération donc, concerne le crédit loisir 2023. Alors, aucun changement, je vous rassure, sur le crédit loisir, si ce n'est qu'en fait, la DGFiP demande que nous reprenions la délibération tous les ans pour dire que le dispositif existe toujours, qu'il a toujours la même forme. Voilà, donc nous conservons, puisque l'État a maintenu, et la région ont maintenu les aides, vous savez, après le Covid, il y avait eu un certain nombre d'aides qui avaient été mises en place, soit par la région, soit par l'État, pour l'accès au sport et à la culture. L'équivalent de crédit loisir, voilà. Et à peu près à la même hauteur dans les aides, puisque c'était 50 € pour une activité pour un enfant. Donc nous avions délibéré l'année dernière sur le fait que nous prenions en charge, une fois déduit ces aides d'État et ou de région, le différentiel qui restait jusqu'à la hauteur des 50 €. Donc si je m'explique, par exemple, une licence qui coûterait 150 €, 50 € de l'aide de l'État, il reste donc 100 € à la charge des parents, nous allons abonder jusqu'à 50 €. Une activité qui serait à 75 € d'adhésion, il bénéficie des 50 € des aides de l'État, nous prendrons 25 €, c'est-à-dire le différentiel qui manque. Voilà. Je vous rassure, un certain nombre de licences sont bien au-delà des 50 € et de l'État et de notre aide, et donc il reste malheureusement souvent un peu différentiel pour les parents. Néanmoins, je vous propose que nous maintenions donc, ce dispositif de crédit loisir et que nous le maintenions en gardant cet aspect de différentiel avec les aides de l'État. Y a-t-il des questions? Des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Sur la mise aux normes de la défense incendie. Donc, pour information, les travaux démarreront fin octobre, début novembre. Donc, sur la rue du 11 novembre et la rue de Verdun, qui étaient les deux rues possibles de faire, mais qui n'étaient pas couvertes avec la règle des 200 mètres. Je précise aussi qu'il restera à regarder la rue des Émotels, mais nous avons une difficulté de tuyaux de débit, de pression d'eau, qui fait que nous ne pouvons pas installer une défense incendie classique et qu'il faudra regarder avec des dispositifs un peu différents de citernes, etc., puisque nous ne tiendrons jamais du fait que les terrains sont au niveau de l'eau, en fait, on n'obtiendra jamais suffisamment de pression. Et par ailleurs, changer tous les tuyaux, juste une porte. Pour l'instant, nous sommes donc sur les travaux prévus. Et ce que je vous demande d'approuver, c'est le plan de financement donc, qui, en dépenses, s'élève en TTC à 29 030,79 €, donc qui comporte des travaux de révision et d'amélioration sur un certain nombre d'hydrants, des remplacements de poteaux, de 3 poteaux incendie, et de deux poses de bouches à incendie, l'une et 3
l'ensemble de la commune sera couverte au titre de la loi sur la défense incendie. En face, nous avons la possibilité d'avoir des recettes, donc ça, c'est une information que je vous avais peut-être déjà donnée, hein, DETR pour 6 574 €, le département pour 4 210 €, et nous proposons de faire une demande de fonds de concours à l'agglomération pour 6 704 €17, ce qui fait que l'ensemble des travaux, donc là, sur 24 192 hors taxes, nous coûtera en fonds propres 6 704 €17. Voilà. Je crois que nous sommes allés chercher le maximum des subventions que nous pouvions aller chercher, et je m'en félicite parce que je crois que c'est notre travail aussi, c'est d'aller chercher un maximum de financement pour l'ensemble de nos projets. Donc, je vous demande de m'autoriser à solliciter le concours et à signer, évidemment, toutes les conventions et documents afférents à ce fonds de concours. Y a-t-il des questions? Des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Nous vous proposons ensuite de refacturer l'électricité lors de la location de la salle Nicolas Poussin. Je pense que je n'apprendrai à personne que l'électricité augmente et qu'elle va sérieusement augmenter dès que le bouclier mis par l'État pour les fournisseurs officiels va tomber. Nous souhaiterions aussi que cette mesure ait un aspect pédagogique. Aujourd'hui, quand on loue la salle, eh bien, les gens mettent le chauffage à fond, sortent, rentrent, laissent les portes ouvertes, voire détendent la lumière avant de partir le samedi soir parce qu'ils ont bien fait la fête, et ils ne reviennent que le dimanche matin pour nettoyer. Et donc, je pense qu'en termes de pédagogie et de façon aussi à pouvoir assumer nos dépenses, nous proposons de refacturer l'électricité. Donc, comme il y a désormais un état des lieux de fait à l'entrée et un état des lieux de fait à la sortie, nous profiterons de cet état des lieux pour faire un relevé compteur à l'entrée et à la sortie. Bien évidemment, ça sera inscrit dans la convention de location proposée aux gens. Et nous proposons donc un prix à 0,17 363 € kWh. Vous avez tout le détail que je ne reprends pas. En fait, nous avons réintégré la dépense réelle pour nous, voilà, en prenant en compte toutes les consommations, contributions, les obligations, l'acheminement, les taxes, etc., qui sont liées à l'électricité. Voilà, alors juste pour information, nous avons eu l'occasion de commencer à en parler pour les gens. Alors, bien sûr, ça ne va pas s'appliquer aux gens qui avaient déjà réservé la salle sans cette condition-là, parce qu'ils n'en étaient pas prévenus, donc je ne trouve pas logique de le faire. Nous le ferons à partir du moment où les conventions de location ne sont pas encore signées, où les chèques ne sont pas encore déposés, et là nous introduirons cette nouvelle mesure. On en a parlé à un monsieur qui venait pour se renseigner sur la location hier. Il n'a vraiment pas eu l'air choqué, il était même plutôt d'accord sur le principe. Voilà, donc j'ai l'électricité en plus. Par ailleurs, nous ne demandons pas le prix de la location à côté de quoi. On maintient le prix qui est le même maintenant depuis 3 ans, et par contre, on rajoute juste cette facturation supplémentaire. Voilà, il y a des questions, des oppositions, des abstentions. Je vous remercie. Un joli projet que nous souhaitons pouvoir mettre en place, qui est d'inviter des seniors à la cantine pour venir manger avec les enfants. Donc, dans le cadre des échanges intergénérationnels, nous souhaitons proposer aux personnes de plus de 60 ans de venir prendre leur repas à la cantine municipale. Alors, nous souhaitons d'abord démarrer une expérimentation.
ouvrir à tout le monde et d'un seul coup, ça serait un petit peu complexe. Donc ce qu'on vous propose, c'est qu'après les vacances de la Toussaint, et bien sûr en accord avec l'équipe d'animation du centre de loisirs, avec qui nous en avons largement discuté, nous proposerons pour commencer le mercredi midi pour une dizaine de personnes. L'idée, donc, c'est qu'ils s'inscrivent avant, ils viennent manger avec les enfants. Le mercredi, il y a moins d'enfants. On peut les mettre quand même sur une table séparée, mais pas tout seul dans une salle. L'idée, c'est bien qu'ils aient proximité. Et puis, si on voit que ça se passe bien, si on voit qu'il y a beaucoup de demandes aussi, voilà, et bien on essaiera d'étendre. Voilà, avec des personnes qui viennent des personnes qui viennent mardi, etc. L'idée, c'est que, voilà, une rencontre de génération, c'est aussi de peut-être réinciter des gens qui sont seuls à manger, et on sait bien quand on est seul, on se fait moins à manger, etc. Donc peut-être de retrouver un peu de goût aussi dans cette affaire-là. Et de pouvoir, voilà, se donner rendez-vous avec les trois copines pour aller manger avec les enfants. Bien évidemment, nous évaluerons alors, auprès de l'équipe du centre de loisirs, auprès des enfants et auprès des personnes concernées. Est-ce que le service convient? Est-ce que ça gêne? Est-ce que c'est une plus-value pour les personnes âgées? Est-ce que les enfants s'y retrouvent? Est-ce que les animateurs, ça les gêne dans leur travail? Enfin voilà, il faut qu'on se pose un certain nombre de questions. Est-ce que ça sera les mêmes menus que les enfants? Oui. Alors, il faut être sûr qu'il n'y ait pas des personnes qui auraient un régime alimentaire spécifique. Voilà, ça peut poser des problèmes pour les personnes âgées, pour le diabète ou le cholestérol. Exactement. Donc, on posera, de toute façon, on va faire un petit questionnaire pour les gens intéressés. Alors, de savoir si le mercredi ils peuvent venir. Voilà, les informer aussi du tarif qu'on va voter. Et 3, est-ce qu'il y a des interdits alimentaires, etc. Après, c'est aussi pour ça qu'on démarre le mercredi, parce que c'est le moment où Betty, la chef de cuisine, elle peut peut-être faire une deuxième proposition, voyez, sur un plat, parce qu'il y a beaucoup moins de monde. Oui. Elle a plus de temps pour préparer aussi. Voilà. Et donc, on évaluera, et puis, si l'évaluation est positive, si le retour est positif, eh ben, on essaiera d'ouvrir un petit peu plus à plus de personnes et sur des jours différents. Voilà. Donc il nous faut statuer, puisque ce sont des convives supplémentaires sur un prix de repas. On vous propose le tarif de 6 € pour un contron, simplement. Voilà, c'est plus simple. Et puis les personnes régleront de la même façon avec un titre de recette, si elles viennent plusieurs mercredis, etc. On verra comment on facture. Si c'est les mêmes pendant un mois, on fera peut-être une facture à la fin du mois. Si c'est des personnes différentes, on avisera pour de recettes. Je peux tourner vers elle, est-ce que c'est elle qui les fait? Oui, parce qu'en dessous, un certain nombre, c'est difficile de mettre c'est compliqué. Donc voilà, on va organiser tout ça. Mais, voilà, je voulais vous présenter d'abord le projet et puis ensuite qu'on puisse délibérer sur ce prix pour pouvoir l'annoncer aux personnes qui seraient intéressées. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Une délibération très technique. On avait déjà évoqué que le centre de gestion mettait en place la possibilité de s'inscrire avec le centre de gestion de Seine-Maritime dans les processus de médiation entre employeurs et salariés. Ils ont bien avancé et ils proposent donc maintenant une convention qui permet soit aux employeurs, soit aux salariés de saisir un médiateur, donc personne qualifiée qui nommée par le centre de gestion, choisie par le centre de gestion, pour intervenir dans une situation de conflit entre l'employeur et le salarié. Alors les exemples qui sont donnés peuvent être une personne qui avait demandé
exemple, une disponibilité, qui souhaite revenir, on ne peut pas la remettre sur le même poste parce que le poste n'est pas disponible. Elle n'en est pas d'accord parce qu'elle veut reprendre que sur ce poste-là. Des congés payés, la personne, je prends un exemple, personne qui travaille auprès d'enfants et qui souhaiterait prendre ses congés systématiquement, parce qu'une fois de temps en temps ça peut arriver, mais systématiquement sur des périodes hors scolaires. Ça finit en conflit forcément, parce que ça ne correspond pas aux nécessités de service. Avant d'engager des procédures lourdes du type tribunal administratif, etc., en fait, cette convention permet à l'employeur ou au salarié de saisir un médiateur et d'essayer de trouver un consensus entre l'employeur et le salarié. Voilà. Cette convention est gratuite, elle ne devient payante que lorsqu'on l'utilise. Ça, à hauteur de 49,80 € l'heure travaillée par les médiateurs. Je garderai à ce que le problème ne soit pas trop important, parce que sinon ça peut prendre beaucoup d'heures de discussion entre l'employeur et le salarié. Ceci dit, c'est pas le cas pour nous, mais je pense qu'il serait important qu'on adhère à cette convention, qu'on la signe, en espérant n'avoir jamais à l'utiliser, parce que tout se passe bien, bien évidemment. Mais je trouve que c'est une solution intermédiaire qui est quand même plutôt intelligente et plutôt intéressante avant de partir dans des procédures effectivement au départ. Voilà, relative des questions, des oppositions, des abstentions. Je vous remercie. Alors, vous aviez vu la convention normalement. Voilà. Nous avons eu une demande de nomination d'un référent, correspondant, incendie et secours. En fait, le SDIS est en train de faire un très très gros travail de prospective sur 3 éléments. La première sur le renforcement des sapeurs-pompiers professionnels. Donc le département va en embaucher 57. Sur la formation des sapeurs-pompiers volontaires, et notamment sur la formation autour de ce qu'ils appellent les nouveaux incendies. Assez classiquement, et cet été on l'a vécu malheureusement, nous ne vivons pas en général dans l'heure d'incendies agricoles lourds liés à la sécheresse. Voilà. Bien, cette année, nous l'avons vécu et pour la première fois. De la même façon, sur des grands incendies, dans l'heure, il est rare, voire ça ne s'est jamais fait, d'appel à des matériels du type Canadair, grosses pompes à eau, etc. Parce que les incendies ne nécessitaient pas ce genre de choses. Aujourd'hui, il est demandé aux pompiers de tous les départements de se former autour de ce qu'on appelle les nouveaux feux, c'est-à-dire ceux liés notamment au changement climatique, et donc à l'utilisation des matériels différents et utilisés soit dans d'autres régions, voire dans d'autres pays, puisque vous savez maintenant aussi que la mutualisation et les échanges de pompiers, le renforcement lors de très gros incendies dans d'autres pays peuvent appeler à faire se déplacer des pompiers de départements français. Et le troisième champ sur lequel les pompiers ont travaillé, c'est les investissements immobiliers, puisqu'un certain nombre de casernes de pompiers sur le département sont encore sont maintenant obsolètes, mal placées, en plein centre-ville, et c'est très difficile de sortir d'un centre-ville quand il y a une urgence. Donc Évreux, par exemple, va bénéficier de 2 casernes de chaque côté de la ville pour pouvoir partir sur les extérieurs ou revenir à l'intérieur, alors qu'en ce moment elle est en plein cœur de ville et vraiment à un endroit très peu accessible derrière la mairie. Voilà, il perd du temps à chaque intervention. Complètement.
C'est vraiment le temps de sortir de la ville multiplie parfois par 2 ou par 3 l'intervention, le temps d'intervention. Et donc, pour renforcer tous ces dispositifs et les suivre, et donc avoir aussi un correspondant dans les communes, alors on aura l'occasion d'en reparler parce que ça fera aussi partie d'un dispositif qu'on sera obligé de mettre en place qui s'appelle le plan de sauvegarde communal. Un plan de sauvegarde communal, c'est globalement un plan qui dit s'il y a un incendie dans tel endroit, s'il y a une inondation, s'il y a une catastrophe industrielle, quels sont les lieux où les gens peuvent se réfugier, qu'est-ce qu'il faut mettre en place, quel matériel il faut avoir, etc. Et là-dessus, il faut un correspondant du SDIS, et donc ce que je vous propose dans cette délibération pour l'instant, c'est de nommer Bertrand Aubert, qui a déjà un rôle un peu similaire dans son entreprise, si j'ai bien compris, et qui accepterait d'être ce correspondant, où je te remercie d'être. Voilà, donc ce que moi je peux dire. C'est important et ça permettra aussi ce lien avec le SDIS, mais par ailleurs aussi de travailler sur le plan de sauvegarde communal par la suite avec cet apport-là. Voilà, des questions. Alors le plan de sauvegarde communal, mon objectif c'est qu'on l'ait finalisé au dernier semestre 2023. Voilà. Donc il y aura des groupes de travail. Les gens qui peuvent être intéressés n'hésitent pas à venir dire à Hélène. Il n'y aura pas que des élus parce que ce qui est demandé dans un plan de sauvegarde communal, c'est aussi que des gens repérés comme qualifiés parce que maîtrisant l'histoire, ayant vécu par exemple une inondation ou un feu, il est intéressant par exemple dans un plan de sauvegarde agricole d'avoir un agriculteur parce que lié à ces éléments justement de sécheresse, etc. et d'incendie. Voilà, et donc on peut inviter à ce groupe de travail, je pense que ça serait vraiment intéressant, des gens qui soit maîtrisent l'histoire, soit ont une qualification personnelle, professionnelle, une compétence qui peut amener des éléments en plus. J'en viens à la délibération. Est-ce que quelqu'un est contre la nomination de Bertrand Aubert? S'abstient. Bertrand est contre lui. Ça me démange. Non, il nous a fait une scène. Je suis pompier. Alors, on nous demande de délibérer sur une demande d'enregistrement pour un projet d'exploitation d'un entrepôt logistique sur la commune de Val-de-Reuil. Et donc, les conseils municipaux du Vaudreuil, d'Incarville et de Lévis sont appelés à donner leur avis sur la demande d'enregistrement, puisque nous sommes dans un périmètre potentiellement sensible par rapport à cette entreprise. Si vous avez pris le temps de lire un peu le projet, donc c'est un entrepôt qui permettra de stocker des produits qui servent à fabriquer des médicaments, essentiellement, qui se situe donc derrière. Qui se situe alors, de l'autre côté du Cavé et du château de Négremont, dans le lieu-dit La Tête Carreau. Derrière la table, c'est des carrés, non? C'est ça. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et donc, on n'est pas en lisière d'habitation, très clairement. Donc, pour avoir lu le dossier, c'est un gros entrepôt de stockage, puisqu'il fait quasiment 42 000 mètres carrés. C'est important, avec donc des surfaces dédiées au stockage et toute une partie très pharmaceutique avec des compartiments froids, etc.
Et puis évidemment, tous les locaux qui vont bien pour les salariés, la maintenance, les locaux de charge, enfin, bref, un truc de logistique. Il y aura des bureaux, voilà, pour 3680 mètres carrés de bureaux et de ce qu'on appelle locaux sociaux, c'est-à-dire tout ce qui est lié aux salariés. Donc on a des parkings, on a un parking d'attente des poids lourds, un poste de garde et une réserve street et une réserve incendie obligatoire pour ce type d'entrepôt où là, si les pompiers doivent intervenir, ils doivent avoir leur propre réserve pour pouvoir se pencher dessus, évidemment, dessus. Vous avez ensuite la liste de tous les produits par classement et par nomenclature. Donc, on est sur un certain nombre de substances qui ont une toxicité aiguë de catégorie 3. Il y a des liquides inflammables, etc. Alors, c'est la même chose qu'un certain nombre d'entreprises déjà existantes sur le site. La toxicité des produits inflammables, vous en avez chez Janssen, vous en avez chez Sanofi, vous en avez un peu partout. Ceci dit, on nous demande un avis, et je trouve que c'est normal. Moi, j'ai beau chercher, par contre, je n'arrive pas à trouver ce que ça peut représenter en termes de passage de camion. Oui, ça c'est un problème. Ouais, je ne l'ai pas trouvé. J'ai appelé l'AVO, ils n'ont pas su répondre. Donc voilà. Après, sur la construction en elle-même, on a des particularités de terrain légèrement en pente, mais ça maintenant ils savent construire les choses en ce qu'on appelle en escalier, pour compenser je veux dire, la déclinaison du sol. Donc ça ne m'inquiète pas forcément. Et donc voilà. Donc le siège social s'installe directement dans cette plateforme. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour des raisons de taxes et d'impôts, je ne vous le cache pas. Voilà, donc je suis pas, voilà, on nous parle de circulation de poids lourds et de transport, ils arrivent par poids lourd vers le quai de chargement ou de déchargement, vers la voie de sortie sans accès en cas de refus, l'organisation des stockages. Bon, on voit bien que chaque matière est stockée selon son niveau de dangerosité. Et évidemment, ce qui est inflammable n'est pas mis avec le toxique. Oui, mais qu'est-ce qui est prévu comme plan de prévention des risques si vraiment il y avait une explosion de matière dangereuse? Après, on rentre dans le système CDSO classique. C'est ça. C'est-à-dire qu'ils vont être classés, peut-être pas CDSO, mais au moins classés à risque. Et on va rentrer dans le plan général des pompiers dans ce cas-là. C'est-à-dire que les communes impactées, c'est les 3 communes que j'ai citées tout à l'heure, peuvent être par exemple en confinement d'école, interdiction de personnes de sortir, etc. Mais c'est déjà fait pour celles qui existent. C'est ça, c'est déjà quelque chose qui existe déjà avec Pharmapart, etc. Ça, la crainte qu'on peut avoir, c'est que ça renforce, puisqu'il y en a une de plus. Janssen, ça fait à peu près la même chose. C'est la même distance. Oui, tout à fait. Il y a le goudron, tout ça, qui est aussi fort toxique, que ça sort souvent, mais c'est plus près. Ouais. Cela dit, en transport, sachant qu'à la sortie de la 13, Il n'y a pas d'habitation. il n'y a pas d'habitation, et de toute façon, au niveau de la sortie de la 13, c'est-à-dire que même sur la route nationale, il ne devrait pas y avoir tant de camions que ça, je pense. Puisque si c'est en lisière du bassin d'essai des Carènes, il y a la sortie d'autoroute juste à côté. Oui. Du coup, nous, déjà, on ne serait pas forcément impactés, ou très peu. Non, notre avis est plus demandé, je pense, non pas par rapport au poids lourd, parce qu'effectivement, je ne pense pas qu'on soit Par rapport au risque. poids lourd, c'est plutôt par rapport au risque. C'est là où le plan de sauvegarde communal va rentrer en... Tout à fait. C'est exactement pour ça qu'il faut qu'on l'écrive, parce qu'il faut qu'on arrive à inscrire un plan de sauvegarde communal dans le plan général des risques C'est là où ça va... et qu'on soit sur la protection renforcée des habitants au cas où. Tout à fait. Exactement. Est-ce que tu connais le nombre d'emplois que ça va créer? Non. Tu sais pas. Non. J'ai regardé, j'ai cherché, et puis. Ça va créer d'emplois aussi, j'imagine. Oui, forcément.
exactement. Alors, il y a une partie. En fait, il regroupe deux cellules de production, de logistique et de production, dont une existait déjà. Donc, ça, c'est le qui va être ramené au cœur de ce truc-là. Et sur l'autre partie, je pense qu'il y a la création d'emploi. Oui, tout à fait. Voilà, donc, y a-t-il des abstentions? Monsieur Feb, Oui, vous avez levé la main? Moi, je sais pas. Une demi-heure. Une demi-heure. Donc, une seule fois, alors. Je m'abstiens parce que je ne sais pas. Ouais, d'accord. Je ne connais pas le tenant et les aboutissants vraiment. Le seul truc qu'on peut dire, c'est que ça va se situer vers la forêt, apparemment, c'est ce que vous dites. Donc, si cette usine, enfin cet endroit de stockage pouvait faire un petit barrage dans le bon sens, ça serait pas mal. Si ça fuit par là, ça serait pas mal. C'est tout ce que je pense. Ça sera juste en dessous de l'autoroute. C'est ça. C'est pour ça que avec le projet d'autoroute ou pas? Alors non, pas du tout, ça n'a pas du tout de rapport. Parce que j'ai du mal. Géographiquement, c'est bien situé près de l'autoroute. De toute façon, ils sont tout près de la Oui, mais ils le sont tous ça. Enfin, pour l'instant, les terrains qui sont vendus aux entreprises, on ne regarde pas l'autoroute forcément à venir, ils regardent déjà actuellement comment ils peuvent venir. Non, là, sur le plan, ils ont déjà un accès tout de suite au giratoire. Oui. Ils longent le bassin d'essai des Carènes, ils sortent, ils sont tout de suite au giratoire sur la 13. Oui, rond-point des fantômes et ils repartent sur la 13. À mon avis, poids lourd, on n'aura pas chez Puis c'est pourvoyeur d'emploi pour le coup. Sur toute la partie logistique, la manutention, etc., ça va amener des emplois sur le territoire et ça, c'est plutôt une bonne chose. Oui, J'avoue qu'il ça reste des sujets sensibles parce que c'est quand même l'implantation d'une entreprise à risque. Donc, je veux dire, on ne l'a pas subi plein feu, mais je pense qu'il a tous en mémoire le paysage, etc. Donc, forcément, je veux dire, on peut avoir un peu. Enfin, voilà, maintenant, il y a une enquête. De toute façon, ils font la voiture. Mais moi, là, pour le coup, chacun en vote avec sa sensibilité et c'est très respectable. Pose aucun problème. J'ai pas envie de finir ma retraite avec un ascalon, mais Bon, donc vous levez une main ou deux mains pour l'abstention? je m'abstiens. D'accord, et monsieur Dumontier, vous l'emmenez dans votre abstention? Bien sûr. D'accord. Il a à peu près comme moi, il ne sait pas vraiment le tenant des aboutissants. D'accord. Il sait pas c'est pas sur le territoire communal du mairie, c'est sur le territoire communal de la France. C'est juste un avis, c'est une consultation. Oui, c'est un avis. Ah bah bien sûr. Ah oui, mais ça, on pourrait tous s'opposer, ça serait quand même... mais il faudrait mettre un avis. Par contre, l'intérêt de l'abstention du ça montre des réserves. Ça montre des réserves, c'est pas inintéressant. Oui, tout à fait. Donc je repose ma question pour être sûr de bien compter. Qui s'abstient? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Est-ce qu'il y a des oppositions? Ok. C'est abstention. Voilà, c'est pas comme ça, ça me fera. Voilà, c'est très bien. Alors, une autre délibération qui ne nous concerne absolument pas, mais qu'il faut que l'on vote dans le cadre de l'intercommunalité. Une CLEC, donc c'est la commission locale d'évaluation des charges transférées. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une commune transfère une compétence vers l'AGLO, on évalue combien coûtait cette compétence et on évalue donc les charges qui reviennent à celui qui a transféré et à celui qui reçoit. Sauf que là, on modifie l'intérêt communautaire et on fait une petite machine arrière, puisque la ville de Val-de-Reuil souhaite récupérer une partie de ses voiries. Donc la collecte a eu lieu à l'envers, c'est-à-dire qu'au lieu qu'on dise à l'aglo, on vous transfère des routes, et donc ça vous coûtait, les routes vous coûtaient 10 et on vous verse 10, et bien c'est l'aglo qui retransfère une partie des voies communales à Val-de-Reuil qui souhaite en récupérer la gestion, et, etc. Et donc la collecte
s'est réunie, a voté sur le transfert des charges. Alors, nous, on n'a pas les sommes parce qu'elles ne nous appartiennent pas, ça ne nous regarde pas ce que vous avez, etc. Par contre, la loi oblige les communes, quand il y a un transfert de charges, il faut que le PCI ait délibéré et il faut que toutes les communes de l'agglo délibèrent dans les 3 mois qui suivent pour valider la délibération du conseil communautaire. Et on sait de quelle voirie il s'agit? C'est pas les nouvelles voiries qui viennent d'être faites. Ah non. Non, ne relevons plus de l'intérêt communautaire. Non. Pour moi, alors, mais je ne suis pas complètement sûr de ma réponse, mais pour moi, il y a des voies autour de la gare, notamment, et puis dans un autre quartier, très limitrophe du Vaudreuil, où il y a eu un peu de conflit, j'ai envie de dire, entre l'agglo et la ville de Val-de-Reuil, sur des aménagements, et donc le maire de Val-de-Reuil a dit, puisque c'est comme ça, je récupère mes voies et je m'en occupe moi-même. Je vous le fais court, mais voilà. Mais du coup, on ne connaît pas l'impact financier, en fait. Non, mais ça, dans la clé, nous... En général, dans la clé, on a les montants par commune. Hein. Oui, mais pas dans la délibération des autres communes. Non, c'est ça, mais on a un montant de clé qui est général. Oui, c'est ça. Mais là... on ne connaît pas le montant du transfert. Non, parce que la délibération nous vient directement de l'agglo, elle n'a pas été... c'est un peu embêtant qu'on soit obligé de délibérer sans avoir cette information. Oui, ça aurait pu être intéressant, mais je ne sais pas vous répondre parce que je n'ai pas trouvé. Et ce n'était pas non plus le rapport communautaire, c'était le principe du transfert. Voilà, il a dit des votes contre, les abstentions, 1, 2, 3, 4. Ok. Alors, l'agence postale communale. Donc, pour reprendre l'histoire, le directeur départemental, le directeur territorial et le chargé des travaux immobiliers, des projets, ça s'appelle, sont venus nous rencontrer il y a quelques mois. Bon, globalement, pour vous dire que la Poste perdait des usagers, voilà, qui étaient sur un chiffre de 13 personnes en moyenne par jour, et que toute poste en dessous de 25, globalement, ils avaient comme objectif de les fermer. Voilà. Donc, c'est revenu une première fois, c'est revenu une deuxième fois, avec l'idée de mettre un service chez un commerçant pour remplacer la poste. Voilà. On en a un peu discuté entre nous, on a aussi discuté avec elle, puisqu'elle vient d'une mairie où il y avait déjà une agence postale communale. On en a ensuite discuté avec elle qui travaille dans une mairie où il y a une agence postale communale. Je suis aussi allé voir celle de Pitre, voilà, pour essayer de comprendre un peu comment ça fonctionnait, etc. Et très clairement, je suis arrivé à la conclusion que si nous voulons garder un service public de qualité au regard des services rendus par la Poste, ça ne pouvait pas être un commerçant qui le reprenne, mais que ça devait être le service public, le dernier service public qui reste dans une commune, c'est-à-dire la mairie. Je pense que nous pouvons assurer ce service-là de façon, j'ai envie de dire, presque meilleure que la Poste telle qu'elle le rend aujourd'hui, puisque, je rappelle, elle est ouverte de 9h à 11h20. Dès que la dame est malade ou a un souci, la Poste est fermée. Il y a un certain nombre de gens. Et puis elle ferme 5 minutes avant l'heure limite, donc c'est pas un service public. Non mais voilà, donc
Donc en fait, la proposition, après avoir beaucoup réfléchi, beaucoup discuté, la proposition, c'était de dire, ok, puisque ça va fermer, nous on se positionne pour la reprendre. Et on en fait un vrai service public, avec des horaires d'ouverture, qu'on va travailler dans le temps, et qui nous permettent aussi de répondre, par exemple, à des gens qui travaillent, et qui ne peuvent pas se déplacer dans la journée. L'idée, c'est de travailler sur une ouverture de la mairie élargie qui permette que un soir de la semaine, par exemple, ça reste ouvert jusqu'à 19h, ce qui fait que quelqu'un qui descendrait des trains à 6h30 aurait le temps de venir chercher son automobilité, son paquet, etc. Et puis, de toute façon, même si on n'ouvrait pas plus la mairie que les heures actuelles, ce qui n'est pas le propos, je pense qu'on l'ouvrira plus, on serait déjà beaucoup plus ouvert que la Poste. Donc après, on va regarder les conditions. Voilà. Donc les conditions aujourd'hui pour l'ouverture d'une agence postale communale, c'est la Poste prend en charge tout l'aménagement nécessaire au sein de la mairie pour que l'accueil soit labellisé Poste. Mais comme ils sont très demandeurs et pas regardants, ils ne se contentent pas de mettre le guichet Poste, PMR, adapté, etc. Ils proposent qu'on regarde avec leur architecte l'ensemble de la configuration et ils nous disent vous avez besoin de remettre un peu de peinture, on paye la peinture. Vous voulez refaire le sol, on fait le sol. Vous voulez changer de mobilier, on change de mobilier. Comme quoi, dans les gens de la peinture, on fait la mairie, quoi. Et ben, on va refaire tout le bal. Oui, si ce sera un centre de posture. Non, c'est pourquoi quand c'est fait par première idée, j'essaie de trouver une raison, mais j'y arrive pas. Et donc l'idée, c'est vraiment de refaire tout le bas. Il mettrait aussi une borne qui permet aux gens d'acheter des timbres, un carnet de timbres, de sortir l'envoi recommandé ou des choses comme ça. Mais il y aura toujours le service humain. Et moi, c'est vraiment ce à quoi je tiens. C'est qu'il y a un service humain. Et donc, il forme toutes les personnes qui souhaitent travailler dans la mairie à la prise de poste ou au remplacement de la personne qui assurera la fonction de la poste. Ce qui veut dire que si on se débrouille bien, on a donc une deuxième personne à l'accueil, en plus de Fabienne qui est aujourd'hui, et qu'on peut former Hélène, Fabienne, la personne qui arrivera, voire encore un autre agent, et que, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de souci de bouger. Je vous rappelle que la mairie ne ferme pas, à part les jours fériés, mais la mairie ne ferme pas. Donc ça veut dire que l'été, il n'y a pas de souci de congé, puisqu'on aura un certain nombre de personnes formées, et que chacun peut se remplacer à la place de l'autre. Donc ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est que face à ça, il y a une indemnité. Donc, globalement, pour l'instant, elle est à 1074 € par mois. Et donc, pour faire court, elle couvre un demi-salaire d'une personne de C de base. Hein, pour faire court. Et pour lancer l'affaire, ils versent 3 fois cette somme au départ de l'aventure. Voilà. Donc ça, c'est la plus-value. Ça se traduit par une convention entre la municipalité et la Poste qui est signée pour une durée de 9 ans, durée renouvelable. D'ici 9 ans, on verra bien ce que sera devenu les courriers, les certificats postaux, etc. On aura le temps de regarder.
Voilà, donc il y a un moment, il faut prendre des décisions. Je pense qu'on est venu pour ça. Je pense que le service de la Poste n'est plus rendu. Moi, ma crainte, c'est que si on la laisse se fermer sans réagir, on nous dise qu'au bout de la rue, il y a une place à Val-de-Reuil, que tout le service a été. C'est ma vraie crainte, hein, très sincèrement, parce que les premières rencontres, on nous expliquait quand même que c'était pas compliqué d'aller à Val-de-Reuil, hein. Ils nous l'ont dit plusieurs fois. C'est pour ça qu'ils ont restreint les horaires et que les gens viennent plus, parce que c'est plus suffisant pour être efficace. Non mais voilà, et je pense qu'en reprenant, on peut redonner du service, c'est-à-dire que plus d'horaires d'ouverture, quelqu'un qui a besoin d'un temps, il ne peut pas courir à Val-de-Reuil pour 7 heures, parce que c'est la nuit, plus de temps. Je sais pas quand vous voulez. Et après, cette agence fait des retraits d'argent et ces choses-là? Alors, oui, des retraits d'argent avec un plafond de 150 €. Donc on nous installe un coffre-fort spécifique à la banque. Voilà. Dans lequel il y a un fonds de caisse, mais oui, et par rapport au braquage et tout ça, comment vous êtes protégé? Alors, la première chose, c'est que il demande une alarme, il réinstalle un système de sécurité à côté. Pour un SAS? Oui. Il y a un SAS avec une caméra comme il y a actuellement. Caméra, j'ai pas de mot. C'est une question. Je vais la montrer. Les ouvertures comme dans la on se peut appuyer, on peut tisser. Oui, alors ça. Ça reste la mairie, quoi. Ça reste la mairie. Ça serait dans la mairie, le bureau de poste, c'est à l'intérieur de la mairie. Ça serait pas séparé, ça serait. Oui, mais il y a quand même un risque, il ne faut pas négliger. Non, mais sur les aspects de sécurité, moi je suis d'accord. Et je retiens l'histoire de la caméra. Je vous le dis parce que mon père était dans un bureau de poste et s'est fait braquer Oui. fois. Je sais comment ça marche. Non, mais c'est vrai que ça fait partie des choses. Maintenant, pour l'instant, toutes les mairies qui l'ont mis en place, c'est jamais arrivé. Enfin, ça n'empêche pas le danger, je suis d'accord. Mais je veux dire, la Poste me disait qu'ils font vraiment dire qu'il y a trop d'argent dans les coffres. Ils le disent beaucoup, etc. Après, oui, ils prennent en charge aussi les histoires d'alarme, le coffre-fort protégé, enfin voilà, il faut que la porte qui donne sur le local soit fermable à clé. Une personne ne peut pas faire le tour, ça se trouve. Voilà, il y a des éléments de sécurité obligatoires. On va voir là, les semaines qui viennent. Mais vous avez raison, pour protéger les gens, il faut vraiment. Il faudra notamment que le portail ici ne reste pas ouvert et tout ça, parce qu'on ne sait jamais. Et Moi, j'ai pas de caméra, on est à l'intérieur. non, mais on peut regarder. On peut regarder. Parce que c'est vrai que si vous rentrez, vous voyez que vous êtes filmé ou vous pensez que vous êtes filmé, c'est pas tout à fait la même chose. Oui, non, je suis assez d'accord pour cette affaire-là. Vous donner une date pour la fermeture du bureau? Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est plutôt nous qui avons donné la date sur laquelle on pourrait être prêt. Ah bon? C'est vrai? Non, mais c'est intéressant. On va faire le bureau de poste, on propose une solution. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils ont un gros ennui, c'est qu'ils sont obligés de faire quelques travaux dans la poste de Val-de-Reuil. En fait, ils auraient bien fermé à la fin de l'année. Pour être tout à fait franc, c'était un peu ce qu'ils avaient comme idée. Sauf qu'ils ont un ennui, c'est que la poste de Val-de-Reuil, ils ont besoin de faire des travaux dedans. Et donc, en fait, ils vont réouvrir toute la journée la poste de l'île du 9 novembre au 6 décembre. Et donc, s'il y avait beaucoup de gens qui allaient à ce moment-là et qui n'allaient plus à Val-de-Reuil à la place, peut-être qu'on pourrait renégocier autre chose. Non. Et là, c'est provisoire. Un mois, les gens ils vont revenir, mais vous allez voir qu'avec les horaires qu'ils vont remettre à la fin, ils vont repartir, les gens. Donc en fait, le même problème va se poser. Parce qu'ils vont faire ça dure un mois. Ouais, Ça dure un mois. Et
Mais c'est le mois des fêtes, le paquet. C'est ça, donc il va y avoir Il va falloir quand même les obliger à compter pour qu'on se rende compte. Ah, complètement. Mais ça, la dame qui tient un bureau de poste, elle sait très bien faire des balcons avec le nombre de personnes qui rentrent. Donc ça, voilà, ça peut être intéressant. Et dès le 6 décembre, c'est ça? Dès le 6 décembre, il repasse à 2 heures de période. Donc notre objectif à nous, c'est de dire, globalement, il faut qu'au mois de janvier, on soit prêt. Voilà. Ça serait l'idée. Et les travaux, on va les faire. Oui, parce que c'est pas des gros travaux, c'est plus des travaux d'embellissement, de déménagement, etc. Mais c'est pas d'extension, casse pas du tout. Donc, oui, c'est ça. Donc, sauf si les entreprises nous donnent des délais vraiment trop lointains, mais dans ce cas-là, oui, c'est pour ça que je vous dis le jeu est un peu d'entre nos mains. Si on leur dit les entreprises, elles ne peuvent pas intervenir avant le 15 janvier, bah, ils fermeront la poste que. C'est peut-être leurs entreprises qui vont venir. Non, c'est nous qui les choisissons. Par contre, on doit leur soumettre les devis. Voilà. Donc nous, on va quand même jouer le jeu de la proximité, parce que ça agit bien, de la concurrence malgré tout. C'est-à-dire que si quelque chose peut coûter 15 000 et pas 18, on prendra plutôt 15 à qualité égale, j'entends, on prendra plutôt 15. Et puis on privilégiera autant que faire se peut les artisans de proximité pour faire travailler les gens de chez nous. Quoi. De toute façon, dans beaucoup de villages, les problèmes est là, l'épée de Damoclès elle est permanente, les bureaux de poste sont suspens tout le temps. Ouais. Oui, je pense qu'à un moment donné, il faut s'emparer du truc en disant que c'est soit ça, soit il n'y a plus de poste. C'est ça. Ouais. Même s'il y a des questions de sécurité, même des questions de travaux. Et à l'inverse, moi je me dis qu'il y a peut-être des gens qui viennent jamais en mairie. Et parce qu'il y aura la poste qui viennent poser une question, surposer un paquet, etc., on pourra leur donner de l'information, vous voyez, à l'inverse, de la mairie, de la vie communale, je sais pas, une personne âgée qui sera un petit peu isolée mais qui a besoin d'écrire machin, on va peut-être la rencontrer comme ça. Enfin, je me dis qu'à l'inverse, on va peut-être aussi nous arriver à toucher des gens qu'on ne touchait pas jusqu'ici. Donc, De toute façon, le choix est. Le choix, c'est soit ça ou rien. C'est ça. C'est ça. Voilà. C'est ça ou rien. Voilà. Et voilà. Comme je suis très attaché au service public, je considère que c'est au public de faire ça. Puis c'est ça, où aller chercher son colis à Val-de-Reuil. Donc à côté, il y a la boulangerie, donc aller acheter son pain à côté, d'aller profiter des commerces là-bas, au lieu de profiter ici. Je pense aux personnes âgées, il faut qu'il fasse le village d'à côté pour le poster de net. Et par rapport aux boîtes postales, tout ça, vous allez les installer dans la mairie? Non, on les a pas, les boîtes postales. Parce qu'il y a des gens qui ont des boîtes postales. Oui. Et bien, nous, par contre, ils sont peut-être obligés d'aller. C'est possible. Au service des entreprises. Oui. On est sur le côté de là-bas. Oui, ils sont autres. Mais ça, on ne fait pas des postes. Je sais pas. Oui, je suis pas sûr qu'il y en ait encore ici. Si, il y en a encore. D'accord. Il faut peut-être poser la question. C'est un service qui peut être rendu. De toute façon, le courrier reste là. Puis c'est une clé. Chacun sa clé de possession. Non, mais on va poser la question, parce que c'est une bonne question que tu m'as posée, effectivement. On n'en a pas du tout parlé. Je ne peux pas vous répondre, on posera la question pour savoir. Et la levée, poster le courrier, les dates pour poster devant la poste, ça aussi, vous savez si vous le conservez aussi. Alors, pour l'instant, l'idée, c'est de les laisser là où elles sont. Et il y aura bien des levées. Ça, là-dessus. C'est la poste qui gère. Oui, c'est la poste qui gère les levées, tout ça. Et au même titre qu'ils viennent relever en fait dans la mairie. Oui. Ils viendront relever dans la mairie, prendre les courriers et faire un relevé le matin et l'après-midi en fait. Dans les mairies, il faut exactement la même chose.
Donc vous ouvrirez même les mardis et jeudis. Eh ben, on va travailler les horaires pour qu'il y ait plus d'ouverture et que les gens soient. Un service public, ça devient un service public. Oui, tout à fait. Voilà. De toute façon, Avec une date en nocturne. Mais moi, vraiment, j'aimerais bien qu'on puisse faire cette proposition-là, au moins jusqu'à 19h. Après, c'est pas la peine non plus d'aller jusqu'à 22h, mais 19h, je me dis, celui qui arrive le par 36h30, etc., il a juste le temps d'arriver, prendre son panier, commander. Je pense que c'est une bonne idée. Donc, il faut qu'on y réfléchisse, il faut qu'on organise le travail autour de ça. Moi, j'aimerais bien. Y a-t-il d'autres questions? Des abstentions? Des oppositions? Je vous remercie. Alors, on en avait déjà parlé. Moi, je souhaitais qu'on ait une délibération dessus parce que je trouve que c'est voilà, un joli travail qui est en train de se mettre en route. Donc, sur la création du Conseil citoyen consultatif, j'en avais parlé dans notre programme de l'équipe municipale. Avec le Covid, etc., ça a pris beaucoup de retard. Ça c'est, mais l'idée c'était de proposer à des citoyens lambda, voilà, qui souhaitaient participer de la vie de la commune, émettre des avis, des critiques, des amendements sur des projets, ou être force de proposition sur des projets dont la commune ne s'empare pas ou n'a pas le temps de s'en parler ou remet à plus tard. Donc, ce qu'on appelle un conseil citoyen consultatif. Et donc, nous avons organisé une première réunion le 31 août 2022. Donc, officiellement, j'ai aujourd'hui une liste de 31 personnes. Le 31 août, il y avait 18 qui étaient présents. Moi, j'ai beaucoup aimé cette réunion. Alors, je le dis parce que c'était riche d'échanges. Donc, j'avais écrit la proposition d'un règlement avec voilà, une vice-présidence, etc. Tout le monde m'a dit non, on ne se connaît pas encore assez. Faut qu'on travaille ensemble, faut qu'on échange, faut qu'on discute. Et puis, si un jour on pouvait dire quelqu'un me l'a dit, pour l'instant, c'est pas le propos. Comme ça. Voilà, l'idée c'est que les gens puissent créer des petites commissions de travail et après ils ont à disposition la salle de conseil, une salle municipale pour se réunir, travailler. Donc il y a déjà eu des propositions, l'embellissement de la commune, la circulation routière, donc voilà, des gens qui ont envie de réfléchir sur c'est quoi, je pense, la circulation routière. On a un constat, ça roule vite dans certaines rues, etc. Il y a sans doute à travailler dessus, comment. Voilà, donc après, la commission peut faire appel à une personne qualifiée ou à un expert, peut inviter par exemple quelqu'un du service voirie de la ville pour savoir tout ce qui existe comme éléments de sécurisation d'une route. Quelles sont les règles de rétrécissement du route, quelles sont les règles de parking, etc. Il y a des citoyens qui se rendent compétents en fait et qui finissent par être force de proposition sur un aménagement de voirie, sur une piste cyclable, etc. Sur l'embellissement de la commune, on avait lancé le permis de végétaliser, donc là, à l'heure d'aujourd'hui, il y en a 3 signés. Et l'idée là aussi, c'est de dire comment nous, habitants, on peut aider à embellir, soit devant chez nous, soit sur la petite placette qui est un peu plus loin, soit sur des coutures à donner. Donc voilà, je pense qu'on finira sur du troc à plantes sur la place de la ville, du village, etc. Mais organisé par les habitants. Et l'idée, c'est ça. C'est de dire, à un moment, les habitants, ils se prennent en charge, ils s'instruisent, ils se rendent compétents, et puis ils viennent filer un coup de main, etc. Et puis à l'inverse, la demande, c'est de dire, nous, on a un journal, etc. Donc les habitants disent, on lit le journal, on lit la page Facebook, etc. Mais globalement, on n'a pas forcément de visibilité totale
sur tous les grands projets que vous voulez mener. Et moi, ce que j'attends de tous ces grands projets, d'aménagement, etc., c'est qu'ils émettent un avis, voire parce qu'ils habitent à l'endroit où ça va avoir lieu, ils posent les bonnes questions, ils nous émettent des réserves. Hein, la rue elle est très étroite, là où vous voulez créer un aménagement, comment les voitures vont sortir, le bus qui passe dans cette rue-là, comment ça va faire pour fluidifier le passage du bus par rapport aux sorties de voiture. Enfin, et c'est les gens qui vivent à cet endroit-là qui sont capables d'émettre le plus un avis de ce type-là. Et d'alerter aussi. Et donc de dire sur ce type de projet, attention, il faudrait peut-être prévoir ceci, il faudrait peut-être prévoir cela. Là aussi, on peut retourner vers des personnes qualifiées. On peut retourner vers des aménageurs pour leur dire bon, bah, en fin de compte, votre projet là, il est vraiment bien, mais vos entrées et vos sorties, elles ne vont pas. Ou les plans que vous avez présentés, ils sont bien, mais il n'y a pas assez de plantation. Voilà, enfin, je prends des exemples, hein, parce que je pense que les gens auront beaucoup plus de moi encore qu'il s'agira de mettre. Et donc, ils m'ont demandé si on pouvait avoir une présentation, alors sommaire pour l'instant, hein, puisque sur des aménagements prévus, le plus avancé étant l'opération d'aménagement programmée sur les terrains du Hamel. Voilà, donc là où on commence à avoir permis d'aménager va être déposé, donc on commence à avoir pas mal d'éléments. Plus tard, sur les terrains d'entrée de ville EPFL, où là on attend un peu la prescription des fouilles pour savoir si on peut avancer ou pas avancer. À un moment, ce fameux métier de regarder avec le conseil consultatif, puis avec les habitants concernés, les riverains directs, ce que propose le promoteur comme type de construction, et là aussi d'émettre des avis, des critiques, etc., et de renvoyer la copie si elle ne paraît pas judicieuse. Donc voilà, c'est un groupe d'habitants qui a envie de s'impliquer. Moi, je trouve ça intéressant. Les élus peuvent y participer en tant que spectateurs. Je le précise. Voilà, je crois que je regarde Martine parce qu'elle était là, donc si j'ai oublié quelque chose, non, je pense que j'ai à peu près résumé l'affaire. Pour l'instant, le groupe fonctionne par consensus, en disant si un jour on doit voter, on votera, on appliquera la majorité, mais pour l'instant on discute et on travaille sur le consensus. Voilà. Aucune obligation de passer une délibération, j'avais juste envie d'en parler, de vous présenter et d'acter un peu officiellement cette création. Voilà. Pour dire ça existe pour de vrai, nous on a délibéré pour la petite question. Les oppositions, les abstentions. Je vous remercie. Nicolas du district Arrivée pour le conseil municipal, s'il te plaît. Je parlais du permis végétal. La dernière délibération que je vous propose est hyper économique. Voilà. Mon logement 27, qui est la fusion de Habitat et de la Sécurité. Chaque commune où il y a un logement est actionnaire. Alors je vous rassure, un truc. Cependant, les statuts de cet office HLM les obligent à demander pour chaque changement de statut le vote des communes quand même, des actionnaires. C'est une délibération pour les communes, ça serait une délibération de CA pour une entreprise, un conseil d'administration pour une entreprise ou un établissement bancaire, etc. Donc en fait, je ne sais pas si il y a le temps de tout lire, mais la seule chose qu'on nous demande, c'est le fait que mon logement souhaite élargir son
capital. Il y a un capital dans chaque entreprise, le capital de base, qui est la valeur capitalisée en banque. Et du fait de cette fusion, ils ont commencé par globalement mettre le capital déficitaire de Habitat et excédentaire s'évoluent ensemble. Et puis, avec comme projection que le département puisse un petit peu se retirer de cette affaire-là. À titre personnel, je le regrette parce que quand le département était très majoritaire chez Habitat, certes, c'était une gestion supplémentaire pour le département, mais c'était aussi une politique de logement un peu différente de d'autres bailleurs. Voilà. D'autres choix politiques ont été faits, je n'y reviens pas. Donc, cette fusion a eu lieu. Ça ne peut plus être un office HLM tel que Habitat l'était. Donc, de ce fait, le département souhaite s'en retirer, alors reste quand même les actionnaires, mais souhaite s'en retirer un petit peu. Et surtout souhaite augmenter le capital pour avoir plus de force en fait, auprès des banques, etc. Et pour augmenter ce capital, ils se tournent vers le privé. C'est-à-dire qu'ils font rentrer des actionnaires privés, plutôt des banques, des gens consulaires, des gens qui ont un peu de poids. Voilà. Donc ça modifie de fait le statut de l'organisme et chaque actionnaire doit en délibérer. Voilà. Alors, s'il y a des questions, je ne suis pas sûr que ça va arriver. Je suis très clair. C'est pas relire entièrement. Voilà. C'est une société d'économie mixte, donc ça a changé de statut de ce fait. Y a-t-il des abstentions? 2, 3, 4 abstentions. Les oppositions? Je vous remercie. Voilà. Il n'y avait pas de questions. Non, je viens de revérifier, j'ai rien. Non, Alors, moi j'en ai deux. Alors, je vais On m'a dit. Dans la rue Chengeloni, apparemment, le mercredi, le jour du passage des poubelles, beaucoup de rétroviseurs de voitures sont cassés. Assez souvent, apparemment. Pas toujours au même endroit, mais bon. voilà. Alors, et c'est le mercredi. Donc, voilà, on m'a demandé qu'est-ce qu'on pouvait faire. Alors, ce qu'on peut faire, c'est que moi, je peux appeler le service propreté de la commune pour signaler que j'ai eu un certain nombre, excusez-moi, je le prendrai sur moi, mais Oui, non, mais que j'ai eu un moi certain j'en ai nombre. déjà 3. D'accord, donc que j'ai eu pour l'instant déjà 3 plaintes de rétroviseurs cassés juste après le passage des poubelles. Ça, c'est la première chose, parce que forcément, ça va remonter à la société qui ramasse. Parce que c'est vrai que des fois, il passe très vite. Oui, je vous le confirme. Après, c'est vrai que, alors, c'est pas pour excuser le camion, mais c'est vrai que cette rue est très étroite avec beaucoup de voitures carrées. Donc, il faut être sûr que les voitures sont vraiment bien. Il faut rentrer les rétros qu'on a. Mais ça t'est vu que c'était le camion poubelle? Non, mais c'est ça aussi la subtilité. Je dis pas que. Mais si ça n'a pas été vu que c'était eux, c'est les délicat. 3 personnes sont le mercredi et. Il y a un concours de circonstances. Voilà. Ouais. Et c'est pas les autres jours. Bien que dans la rue, ça roule très, très, très mal. Non, mais on peut au moins faire remonter le service propreté en disant qu'on a tout, vu la largeur du camion, etc. Et qu'il y a bien d'être attentif aux voitures. Après, vous avez, je pense que dans cette rue-là, plus on rentre les rétroviseurs, et plus c'est dans l'aéroport, quand on veut il faut le faire, sinon. Tout à fait. Donc, je vais vous faire remonter le service propreté. Et l'autre remarque qu'on m'a faite, c'est au niveau de la boulangerie. Le sens de priorité de la voiture. C'est le sens où on ne voit pas qui n'a pas la priorité. Et l'autre où il voit s'il y a une voiture en face, c'est lui qui a la priorité. Oui. On m'a demandé si on pouvait faire changer le sens de priorité. Oui, ça serait pas. Je vais parler. Oui, celui qui
quelqu'un du centre-ville ne voit, Non, ne il voit voit pas rien. du tout, c'est-à-dire que l'autre voit. C'est vrai. Voilà. C'est plus facile à reculer. Ça me semble une excellente suggestion. C'est On en a facile à déjà reculer dans parlé, le sens on a que dans parlé, oui. mais, J'avais fait, Ah bah, on avait fait un non, tour avec le gars non. de la voirie. mais Et si on le fait pour les parkings, on peut peut-être. non, mais il y a une réunion bientôt du service voirie, agriculture des parents. On peut leur demander à ce moment-là D'inverser le sens. Donc c'est vrai changer que le c'est. sens des priorités sur Oui. Carrefour. Oui. Non, mais je suis assez d'accord parce que. Le gars, ça concerne tellement qui sont là. Oui. Oui, ou Enfin, quelqu'un avec Camille, qui ils font ça. on Camille, dit il avec avance. une Non, en général, Oui, le gars, lui, c'est pas trop. non, le gars, lui, il avance et il va plus pousser. On est d'accord. Ok, bah, on ferme tout ça, c'est merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait d'autres Oui, questions? on m'a demandé s'il fallait une autorisation pour laisser une benne dans la rue. Oui, il faut en arrêter. Parce que là, il y a une benne qui a été donnée. Elle a bien un arrêté qui a été fait. Alors, l'arrêté a été fait. Ce que peut-être madame n'a pas compris, c'est qu'il fallait qu'elle l'affiche. Coller sur la rue. Mais l'arrêté a été Mais fait. c'est dangereux. Il n'y a pas de panneau. Il n'y a pas de panneau. Non, il n'y a rien. Il n'y a pas de panneau. C'est dangereux. Non, il n'y a pas de Il n'y a pas de ruban. Ça dépend Il y a pas de bien sur la code. route. Non, il n'y a rien. Le camion poubelle, il ne l'a pas approché ce matin. Ah, il y a C'est sûr. Elle y était pas ce matin. Alors, Pas forcément les poubelles. comme je sais qu'il y avait un arrêté, si tu as la possibilité de passer les voir, leur dire qu'il faut absolument afficher l'arrêté. Et autant que faire possible, un triangle, un cône, enfin quelque chose. Elle est mal placée, surtout. Oui, c'est mal placé. Je suis d'accord avec toi. Franchement, bon, c'est comme ça. Il faut la monter un peu plus haut et puis c'était fait. De toute façon, on traverse la rencontre. C'est vrai, dedans. Le problème, c'est que maintenant qu'elle a été placée, je suis pas sûr que. Elle est pleine ce soir, donc Oui, ils elle est vont pleine. l'emmener demain Oui. pour la vider, donc ils peuvent la mettre ailleurs, enfin, d'aller caler. Bon, donc on passe les voir et leur demander qu'ils l'installent un peu Parce que là, différemment. elle est pleine, hein, donc elle va être D'accord. vidée. Elle est dangereuse, c'est tout. Ouais, mais On peut connaître. Je veux voir ça passer, ça passer. Et conséquent. Oui, D'habitude, les veines sont un peu moins larges, mais c'est là, les conséquences, elle est assez large. D'accord. Juste un peu, Et c'est considéré. Il y a Donc, des camions il y a en pas de haut, permis, il n'y a pas de il y a photo, pas de il n'y a pas de journaliste. Moi, je n'ai jamais travaillé comme ça. J'ai envoyé travailler des veines, même quand c'était l'eau, on même peut mettre un panneau. on signale. Et là, ce soir, pas de lumière, Bah il y a non, là, c'est rien. ça, moi, c'est ce que je pensais la nuit. Hein. Normalement, c'est une obligation. Bah oui, il doit y avoir des panneaux à 6 cm. Le père avait dit, Ouais, c'est vrai, la sortie, non, mais c'est pas grand-chose. et s'il était piqué dans la nuit, là, on aurait dû. Le lendemain, il a arrivé. Ça se trouve, Ok, pas de souci. C'est bon pour tout le monde? Eh ben, je vous remercie à vous. Bonne soirée à tous.